je me suis rendu compte qu'il y avait relativement peu de travaux contemporains sur ce qu'il fallait entendre par cette identité-là. Donc, j'ai essayé de comprendre quels étaient les discours politisés, mais aussi les manières de s'identifier au quotidien en Guadeloupe. Et je me suis aperçu j'ai identifié trois grandes logiques d'identification. Un nationalisme plutôt culturel, qui met en avant plutôt la culture, la question de l'ethnicité, notamment avec le cas des descendants de travailleurs indiens en Guadeloupe, et la race, qui nous intéresse aujourd'hui et dans le cadre de ce séminaire. La race avait été mise en avant puisque lors de la grève de 2009, ce n'était pas seulement une condamnation du système économique de dépendance, de soi-disant monopole béquet ou de cela, il était également question de continuité avec le passé colonial et esclavagiste, de domination béquet, justement blanche créole, en plus de l'affirmation identitaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc ça, c'était pour brosser un peu, pour donner un aperçu de ce sur quoi ma thèse portait. Alors, pour ce qui concerne la thématique d'aujourd'hui, l'usage des catégories raciales dans la jeunesse antillaise, en Île-de-France, je vais repartir d'un terrain antérieur, de mon tout premier travail de terrain, en fait, que j'ai réalisé en maîtrise. C'est un travail que j'ai réalisé au sein de la jeunesse antillaise. Et je me suis aperçu effectivement que ces jeunes utilisaient un vocabulaire, mobilisaient des catégories qui faisaient écho au passé, éventuellement à l'histoire de l'esclavage, c'est ce que je vais voir en fin de parcours, et qu'ils distinguaient entre eux des catégories, des types, des personnes claires de peau, avec des cheveux comme ci, avec des yeux comme ça. Et je me suis dit que c'était intéressant de partir de ça, de ce qui peut paraître complètement anecdotique et quotidien pour beaucoup d'Antillais et pour beaucoup de personnes qui fréquentent les milieux antillais, mais qui méritent, à mon sens, d'être interrogées avec les outils de l'anthropologie. Donc je vais commencer par exposer les résultats de cette première ethnographie de manière très détaillée en partant des interactions des discours. Je vais ensuite apporter quelques éléments de contexte plus large en me référant à mon travail de thèse pour voir comment ces interprétations que j'ai pu faire permettaient de mieux comprendre ces interactions que j'aurais exposées. Et je terminerai avec une conclusion interprétative sur des considérations méthodologiques également, sur le sens à attribuer à ce type de catégorisation, ce type de nomination qui font référence à la race. Donc je commence, comme je viens de le dire, avec ce premier terrain d'études en Île-de-France au sein d'un réseau de jeunes antillais que j'ai intégré. J'ai rencontré ce réseau, ce milieu de jeunes antillais à travers le monde associatif. Le monde associatif antillais a une journée associative qui avait été réalisée et où on trouvait toutes sortes d'associations, l'association mémorielle Comité pour la mémoire, Comité Marche du 23 mai 1998, des associations dites de folklore et des associations de jeunes. Et à un moment, il y a eu un temps mort où il y a eu une prestation scénique réalisée par un groupe de danse, une troupe de danse de jeunes antillais âgés d'une vingtaine d'années. Comme je pratiquais moi-même la danse, je me suis dit que c'était un moyen tout à fait intéressant d'intégrer un réseau de jeunes antillais et apprendre à connaître leur réalité. Donc j'ai contacté l'un des danseurs et j'ai intégré en fait moi-même cette troupe de danse pendant plusieurs années. Le jour de cette manifestation, le groupe en question a réalisé un ballet qui mêlait des fusions entre la dancehall, genre très contemporain jamaïcain, et le broca, chant créole guadeloupéen, la salsa, le zouk et le hip-hop. Le groupe avait été fondé par deux sœurs, nées en France hexagonale de parents guadeloupéens, Linda et Géraldine, et ce groupe était contacté par des organisateurs de soirées qui
leur demandait de réaliser des prestations du même type que celles que j'avais vues le jour de cette journée associative. En intégrant le groupe, je me suis rendu compte qu'il était essentiellement composé d'un réseau de connaissances de personnes ayant grandi, étant nées et ayant grandi en Guadeloupe, et qui étaient ensuite venues en Île-de-France pour leurs études, pour leur carrière professionnelle. Il y avait également des ressortissants de la Martinique, d'Haïti, beaucoup plus rare, et d'Afrique, Comores, Cameroun, mais très rare. La grande majorité des membres de ce groupe-là étaient guadeloupéens et étaient nés et avaient grandi en Guadeloupe. La plus jeune membre du groupe avait à peine 18 ans, et les plus âgés, qui faisaient partie plutôt du cercle des fondatrices, avaient environ une trentaine d'années. Au-delà de l'expérience purement antillaise, ils incarnaient quelque part une jeunesse noire, dans le contexte français, noire entre guillemets, qui fait également penser à ce que Paul Gilroy appelle l'Atlantique noir, parce qu'à travers les références stylistiques, les styles de musique, la danse, étaient mobilisés, je vous l'ai dit, bon, un peu d'Afrique avec des chorégraphies de soukous, du zouk, du hip-hop, la référence à une identité afro-américaine, mais tout cela dans un univers où l'antillanité était hégémonique et dominante. Alors si tous étaient perçus comme noirs et s'identifiaient comme noirs ou nègres en créole, on notait, je le disais tout à l'heure, qu'ils employaient un vocabulaire qui distinguait les différents types de nègres. En fonction de la couleur de peau, plus ou moins claire, de la couleur des yeux, parfois, et surtout, je dirais, la texture des cheveux. Pour vous en donner un aperçu, je vais vous décrire certaines des interactions et vous rapporter certains des discours ayant un lien avec le phénotype, donc le type physique, la couleur de peau, la texture des cheveux et l'hérédité. Tout d'abord, il était très clair que, et c'est à le dire, une distinction était établie entre les nègres et les chabins. Chabins, je vais définir pour le moment comme clair de peau. Il y avait deux danseurs une année qui portaient le même prénom et on les différenciait en appelant Yann Nègre, qui s'appelait tous les deux Yann, le Yann Nègre et le Yann Chabin. On pourrait se dire qu'il s'agit de quelque chose de purement chromatique, que pour distinguer deux personnes en cas d'homonymie, on dit le brun et le blond, quoique même en contexte français, il y a une connotation attachée aux couleurs de cheveux. Mais là, vous pouvez tout à fait imaginer que la différence entre le chabin et le nègre n'était absolument pas anodine. D'ailleurs, Yann Nègre s'est offusqué à un moment qu'on l'appelle nègre, parce qu'il estimait que cette distinction ne lui était pas favorable, puisqu'il était plus noir que le Yann Chabin. Un petit peu plus tard ce jour-là, il s'est confié à moi-même et à Ophélia, une danseuse du groupe, en nous disant, de toute façon, moi je suis le plus noir de ma famille et je suis le plus laid. Ophélia réagit avec grande colère en disant qu'elle ne supporte pas d'entendre ce type de propos, puisque Ophélia affirmait au contraire une espèce de conscience noire et de fierté noire. Autre exemple, un jour, l'un des organisateurs qui avait contacté ce groupe de danse pour réaliser une prestation avait également besoin de deux danseuses pour animer une autre prestation et accompagner d'autres artistes. Et son choix s'est arrêté lorsqu'il est venu observer les différentes danseuses du groupe sur Ilona et Florence, deux danseuses les plus claires de peau et les seules à avoir les cheveux longs et plutôt lisses. La transaction, ou en tout cas le choix de l'organisateur n'est pas remis en question, on se met d'accord pour prendre rendez-vous, et une fois qu'il s'en va, tout le monde commence à commenter ce qui s'est passé, mais avec plutôt de l'humour, c'est-à-dire que personne ne remet en cause, ils ont accepté que ces deux danseuses, deux plus claires de peau, soient choisies pour le numéro spécial, mais certaines des filles feignaient de moquer celles qui n'avaient pas été choisies, en leur disant que vous n'êtes pas assez claire de peau, vous n'êtes pas assez belle pour avoir été choisie. Pour ce qui concerne les interactions entre les jeunes hommes du groupe, puisque celles dont j'ai parlé concernaient essentiellement les femmes, ce qui était d'autant plus intéressant, c'est que
La majorité s'identifiait comme gay ou bi et fréquentait des soirées ciblant une clientèle noire, antillaise ou ethnique au sein de la clientèle des milieux dits gays. Les sujets de conversation qui étaient les plus fréquents pendant les répétitions, après, concernaient Beyoncé et Rihanna, qui n'étaient pas aussi connues aujourd'hui à l'époque qu'elle l'est aujourd'hui. Et ces artistes-là étaient considérés comme des icônes gays black, c'est-à-dire que leurs chansons étaient connues, leurs chorégraphies étaient connues, et lors des soirées auxquelles ils les accompagnaient après m'être plus intégrés au sein de ce réseau-là, dès qu'un titre était diffusé, un ballet s'improvisait et tout le monde réalisait des chorégraphies de Beyoncé. En revanche, ce qui était intéressant, c'est que, outre la musique et la danse, les thèmes de discussion étaient davantage le phénotype, enfin autant en tout cas le phénotype de ces chanteuses. Est-ce que les yeux de Rihanna sont vraiment noisettes ou est-ce qu'elle porte des lentilles de contact? Non, ce sont ses yeux. Après grand débat, tout le monde convient pour dire que ce sont ses yeux à elle. Entendre par là que ses yeux sont véritablement noisettes. En revanche, sa chevelure est-elle naturellement aussi longue? Non, on ne peut pas tout avoir, voyons, répond Brice, l'un des danseurs. Mais en prononçant cette phrase, il tourne la tête comme une actrice qui est dans un spot publicitaire pour Shampoing, pour montrer que lui a les cheveux ondulés et qu'il peut effectuer ce mouvement qui fait voler les cheveux ondulés ou lisses. Et tout le monde se met à rire lorsqu'il réalise ce geste, puisque la blague, c'est qu'on ne peut pas tout avoir, mais lui peut tout avoir, puisqu'il est clair de peau, il a les yeux plutôt clairs et il a les cheveux ondulés. Donc le décalage qui est censé exprimer l'humour, en fait, signale qu'il existe des critères de beauté dominants que eux acceptent comme étant les leurs, car j'ai réalisé qu'au-delà des discours, il y a des pratiques corporelles visant à porter des lentilles de contact, grises, vertes ou noisettes, à se défriser chimiquement les cheveux, pour les hommes comme pour les femmes, et à les permanenter en y appliquant d'autres gels qui sont censés les faire onduler. J'ai remarqué que la grande majorité des danseurs dont je viens de parler utilisaient ces techniques corporelles. Mais certaines des femmes du groupe également. L'une d'entre elles, Christiane, vantait les mérites d'un de ses produits en disant « Regardez, aujourd'hui on dirait que je suis une petite indienne ». Ce qu'elle entend par là, c'est que la modification de la texture du cheveu lui fait ressembler à une personne qui a des origines européennes ou blanches, puisqu'on dit chivés indiens pour dire des cheveux un peu ondulés, pas tout à fait crépus, mais ça n'a pas nécessairement à voir avec une ascendance réelle indienne. Donc elle dit, en appliquant ce produit, je ressemble à une petite indienne. Ces pratiques et ces discours témoignent d'une espèce de tension entre le fait que le cheveu crépus, dit parfois cheveux afro, est considéré comme disgracieux, notamment chez les femmes, mais pas seulement, puisque certains des hommes appliquent également ces produits. Donc une tension entre ça, le cheveu crépus et disgracieux, et une affirmation de ce cheveu dit afro comme représentation d'une africanité, voire d'une négritude assumée. Ophélia, qui s'offusquait, je vous le disais tout à l'heure, des propos tenus par le Yann Neg, qui disait qu'il était le plus noir et le plus laid de sa famille, au fur et à mesure des années, que les années passées, je me suis rendu compte qu'elle avait laissé pousser sa cheveux crépus, et elle avait commencé à la tourner en dreadlocks. C'était un moyen pour elle de suivre sans doute un courant très à la mode en ce moment, et d'affirmer par cette pratique capillaire une forme d'africanité ou du moins d'identité noire. En revanche, dans les propos généralement tenus dans ce milieu-là, la tendance était davantage à considérer que le cheveu crépus était disgracieux. Par exemple, Yann Chabin disait d'un air très taquin que la fille de Linda, la présidente du groupe de danse, qui n'avait pas vu puisqu'elle n'était pas encore née, n'aurait pas de cheveux. Donc, péténichivé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'elle aura des cheveux crépus et courts. Donc, panichivé, ne pas avoir de cheveux, ça veut dire avoir des cheveux crépus et courts, et avoir des cheveux, ça veut dire les avoir longs, ondulés ou carrément lisses.
Donc il prédisait que la fille de Linda n'aura pas de cheveux, parce que Linda a épousé un Camerounais, donc dans son imaginaire un Africain, incarnant le summum de la négritude physiquement, culturellement, et de ce fait, il prédisait qu'elle n'aurait pas les cheveux longs et ondulés. Dans un autre contexte, les différences phénotypiques observées entre Antillais étaient appliquées à deux pôles, martiniquais et guadeloupéens, en référence à un préjugé qui veut que tous les Martiniquais sont clairs de peau et que tous les Guadeloupéens sont très noirs de peau. Dans un autre cercle de... Ce n'est pas un préjugé. Comment ? Ce n'est pas un préjugé. Nous pourrons parler. C'est pas un préjugé, c'est en fait, il s'est passé quelque chose en Guadeloupe, vous avez coupé la tête des béquets, donc ils sont tous allés en Martinique, c'est pas un préjugé. Bon, on en discutera. On en discutera après. Alors précisément, je me suis retrouvé dans un dîner chez un des jeunes hommes qui faisait partie du milieu évoqué plus haut, Dimitri, d'origine martiniquaise. Il avait également invité deux Guadeloupéens et un Martiniquais. La conversation tournait encore une fois autour de Beyoncé, de ses chorégraphies, de ses cheveux et de ses origines créoles, et sur les cheveux des femmes noires, plus généralement, et des cheveux des femmes africaines qui n'ont pas de cheveux, selon... c'est un autre cercle, ce n'étaient pas les mêmes personnes, mais là aussi, il répétait ce stéréotype que les femmes africaines n'avaient pas de cheveux, avaient les cheveux courts et étaient obligées de porter des perruques. Là encore, la discussion sur le phénotype de ces stars, de ces célébrités, et immédiatement, il y a un glissement qui s'opère et on parle immédiatement de la différence phénotypique des personnes présentes ce jour-là. Dimitri, qui est l'hôte, qui a invité toutes ces personnes à dîner, s'étonne, de manière plutôt ironique, qu'il ait invité plus de Guadeloupéens que de Martiniquais chez lui, alors qu'il est lui-même Martiniquais. Il compte donc les personnes d'origine guadeloupéenne et martiniquaise, et Jérôme, un des Martiniquais, dit « Mais pourquoi comptes-tu Steve parmi les Guadeloupéens ?» Donc Steve répond « Mais je suis Guadeloupéen. » Jérôme dit « Non, tu n'es pas Guadeloupéen, toi tu es coupé. Regarde-moi tes yeux, regarde-moi ta couleur de peau, regarde-moi tes cheveux, tu ne peux pas être Guadeloupéen parce que tu es trop clair. » Je précise que Steve était la personne la plus sombre de peau, si on reprend les catégories utilisées par les personnes en contexte, et que la présence de Steve et celle de Jérôme montraient très clairement que le stéréotype ne fonctionnait pas, puisqu'on avait un Guadeloupéen très clair de peau et un Martiniquais très noir de peau. En revanche, personne n'a relevé l'ironie que représentait le fait qu'un Martiniquais noir de peau, ni un Guadeloupéen sa guadeloupéanité, sur le fait qu'il était clair de peau. Donc ce qui était une évidence, que le stéréotype ne valait pas toujours, voire dans la grande majorité des cas, renforçait ce stéréotype. Donc je vais aborder encore deux autres points sur cette ethnographie, et ensuite je passerai aux conclusions que j'ai tirées de ma thèse et qui permettent de mieux les comprendre. L'avant-dernier point sera le lien entre la race et les relations conjugales. Thème extrêmement abordé de manière extrêmement fréquente, et notamment par Frantz Fanon dans Peau noire, masque blanc. Il m'a semblé intéressant d'en dire deux mots, puisque là, nous sommes dans un contexte, celui des jeunes danseurs de cette association, qui s'identifient, pour la grande majorité, comme gays ou bi, donc qui ont des relations sexuelles et conjugales avec des personnes du même sexe, donc entre hommes. La question se pose donc, en l'absence de la procréation, qui se pose pas majoritairement, en tout cas dans le contexte auquel je m'intéressais, en l'absence de ces questions de procréation et de transmission héréditaire de caractéristiques physiques, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a une préférence pour les personnes plus claires de peau ou pour les personnes plus noires? Alors, comme l'avait observé l'anthropologue américain David Murray à la Martinique dans les années 90, je n'ai pas identifié de préférence systématique pour les personnes à peau claire ou aux yeux de telle façon, ou des cheveux de telle façon. Mais dans le langage même qui est utilisé, certaines
certaines tendances sont quand même affirmées. Par exemple, Rodolphe, qui est d'origine guadeloupéenne, m'affirmait de retour de Martinique que en Martinique, il y a beaucoup de beaux mecs et même les blacks ont des beaux yeux. Qu'est-ce qu'il entendait par là? Donc beau mec, c'est très ambigu puisque souvent, en créole guadeloupéen en tout cas, lorsqu'on dit belle personne, belle peau et beaux yeux et beaux cheveux, ça veut dire personne claire de peau, personne avec des yeux noisettes ou clairs et personne avec des cheveux ondulés, bouclés, mais surtout pas crépus. Donc je n'étais pas sûr de ce qu'il entendait par beaux yeux. En revanche, beau mec, pardon. En revanche, lorsqu'il dit même les blacks ont de beaux yeux, ça veut clairement dire que les personnes noires de peau, non pas par opposition aux blancs, mais par rapport à celles qui sont plus claires de peau, ont les yeux en général noisettes. Donc il renforçait le stéréotype qui était évoqué dans d'autres contextes que je viens d'évoquer, selon lequel il y a plus de métissage parmi les Martiniquais, et bien sûr que pour lui, les résultats physiques de ce métissage sont à valoriser par rapport aux personnes qui sont plus noires de peau et qui ont des caractéristiques africaines plus marquées. Le dernier exemple que je prendrai est en lien avec les traces du métissage comme renvoyant à un statut de supériorité. Au-delà de la dimension cosmétique, il y a un lien avec l'origine et le statut. Un échange avec Yann Chabin m'en a persuadé. Je lui ai un jour rendu visite alors qu'il était très déprimé, il rencontrait des problèmes financiers et professionnels et des peines de cœur également. Donc il avait besoin de se confier. Donc il m'invite chez lui, une maison décorée d'affiches représentant des dieux hindous, sur une table, une grosse Bible avec des bibelots, un crucifix et des photos, des cadres posés sur les étagères avec des photos de membres de sa famille qu'il me présente. D'abord son jeune frère, il me dit « On t'y coulis et nous paniers indiens en famille. Regarde, c'est un petit indien et pourtant on n'a pas d'indien dans la famille. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que son frère avait la peau plus sombre que lui, mais qu'il avait les cheveux ondulés. Phénotype qui rappelle les personnes d'origine indienne. Mais il souligne encore la différence phénotypique entre lui et son frère. Une autre photo a été visiblement scannée et imprimée en grand exemplaire, représente une femme plutôt claire de peau qui tient un bébé dans les bras. Yann me précise qu'en fait il s'agit d'une photo de sa mère le tenant lui, enfant, un bébé, sur la véranda de leur maison en Guadeloupe. Il m'explique, « T'es tellement blanc, il n'y a pas TV quoi que pas pour moi, t'es pas pour moi. » Donc il était tellement clair de peau, tellement blanc, que personne ne voulait croire que son père biologique était véritablement son père. Il me montre une autre photo, et c'est une pratique qui s'est faite beaucoup en situation d'entretien, quand les gens me parlaient de couleur, ils voulaient tout de suite sortir leur téléphone et me montrer leur fils, leur frère, me dire « Regarde comme il est blanc, alors que c'est mon fils. » Il me montre une photo de son grand-père paternel, qui me décrit comme presque blanc aux yeux bleus, et il commence à se référer à une théorie d'une malédiction héréditaire dont il serait aujourd'hui la victime du côté maternel. Son grand-père a une plaie sur une de ses jambes qui n'a jamais cicatrisé. Et en contexte antillais, les plaies qui ne cicatrisent pas sont le fait d'une agression magique, due à la sorcellerie. J'ai su par ailleurs que, à la même époque, Xavier fréquentait l'association Comité Marche du 23 mai 1998 qui propose d'accompagner bénévolement des Antillais qui souhaitent réaliser leur généalogie. Et sans doute, à l'issue des informations qu'il a trouvées sur ses ascendants, il a élaboré sa théorie quant à l'agression magique dont il serait victime, en l'attribuant à des esclaves qui auraient appartenu à ses ancêtres qui étaient propriétaires d'esclaves. Et dans la même conversation, il se plaignait beaucoup de la jalousie, qui renvoie à des travaux en anthropologie sur les Antilles, à la jalousie des personnes noires de peau vis-à-vis de lui. Face au racisme, réel ou supposé, parce qu'il était un peu fantasque, Yann, il m'expliquait qu'il disait aux personnes qui l'agressaient, qui lui disaient des choses racistes, « Je vous emmerde, et ma partie blanche vous emmerde aussi. » Donc il était très attaché à l'idée de revendiquer une ascendance blanche,
Et en même temps, il y avait une ambivalence, puisque se positionnant comme victime du racisme, c'est son caractère de personne noire ciblée par le racisme qui était mise en avant. Donc, je vais passer à la seconde partie. Alors, je vous ai fait un patchwork ethnographique qui est issu d'un réexamen de mes données de terrain, de mon tout premier terrain en tant qu'étudiant en master. À travers ce milieu-là, j'ai eu accès en fait à des représentations propres à la jeunesse antillaise, surtout issues des classes populaires, voire des classes moyennes pour certains. Et j'ai eu un éclairage particulier d'un point de vue marginalisé, puisqu'il est celui d'hommes s'identifiant comme gay ou bi, alors qu'on sait que l'homosexualité est extrêmement stigmatisée en contexte antillais. Malgré tout, et de ce fait peut-être j'ai pu tirer quelques informations qui m'ont informé sur la manière de catégoriser la différence phénotypique en contexte antillais. Il y a une dimension esthétique liée à la couleur de peau, mais qui ne dit rien de plus précis. À part avec l'exemple extrême de Xavier qui alimente son espèce de névrose avec des connaissances historiques sur sa propre histoire familiale. Donc le recours aux éléments que j'ai développés dans ma thèse permettent de comprendre le sens en fait, qui est attribué à ces différences phénotypiques liées au métissage. Je vais, pour aller plus vite, directement faire référence à... Comment ? Alors, pour faire une sociologie rapide de la Guadeloupe, il est clair... Enfin, la race continue aujourd'hui à avoir une pertinence dans les relations sociales en Guadeloupe. Il y a eu clairement une évolution depuis l'abolition de l'esclavage de manière évidente, depuis la départementalisation de 1946, qu'on peut évaluer en s'intéressant au parcours de certaines familles de personnes qui descendent d'Africains déportés et mis en esclavage aux Antilles. Cette mobilité sociale, elle peut être mesurée assez rapidement en référence à l'histoire de ces personnes-là. Quand on parle avec des personnes âgées d'à peu près 80 ans en Guadeloupe, beaucoup descendent directement d'une personne qui a été réduite en esclavage, et à 2 générations près, sont devenus fonctionnaires et ont des enfants qui sont cadres. Donc il y a des évolutions, des mobilités sociales assez fulgurantes en l'espace de quelques générations. Malgré tout, la race persiste dans les manières de catégoriser. Il existe certaines formes d'inégalité dont la plus prégnante et celle qui est la plus souvent critiquée est la surreprésentation des blancs créoles dans les secteurs clés des économies antillaises. Mais cette domination est à nuancer puisqu'il existe une élite politique noire. En Guadeloupe, en tout cas, les collectivités locales sont en grande partie représentées, à leur tête, on trouve en général des personnes issues des personnes réduites en esclavage et non pas, voire pas du tout de blancs créoles. Donc il existe également non seulement un processus de mobilité sociale, mais des domaines non négligeables, il y a des enjeux de pouvoir assez importants où ce sont des personnes catégorisées comme noires qui sont surreprésentées. Donc si domination il y a, elle est contexte et elle est à nuancer pour voir les différentes facettes et toutes les différentes complexités. En revanche, il y a des pratiques d'évitement et de regroupement sur la base de la race, et ça, c'est assez clair. Je vais commencer par la question de l'endogamie au sein des milieux blancs créoles et le souci de préservation de la race, entre guillemets. Je commence par ce sujet-là, puisqu'il avait occasionné beaucoup de remous aux Antilles après la diffusion sur Canal+ et sur des chaînes privées antillaises du documentaire de Romain Boettinger, ou je ne sais pas comment on prononce son nom, Les derniers maîtres de la Martinique, où on voyait différentes familles de blancs créoles de la Martinique, je précise bien, de blancs créoles de la Martinique qui entraient à l'Élysée sans montrer de carte d'identité, un homme, Alain Despoints, qui montrait son arbre généalogique en expliquant qu'il avait voulu préserver la race et qu'il trouvait le résultat des métissages entre noirs et blancs disharmonieux.
c'est une réalité que les blancs créoles de Guadeloupe que j'ai pu interviewer dans le cadre de ma thèse ne niaient pas. Ils affirmaient qu'il y avait eu un souci de préservation de la race très clairement jusqu'à leur jeunesse, pour celui qui avait une soixantaine d'années, mais qu'en revanche, aujourd'hui, si certains blancs créoles se mariaient entre eux, ce n'était pas lié à des préjugés raciaux, mais plutôt à des processus sociaux et sociologiques qui expliquaient que certaines structures se reproduisaient. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que les histoires d'exclusion racontées du point de vue de personnes considérées comme étant de couleur, métisses ou noires, font d'abord valoir l'exclusion liée à la croyance en l'inégalité raciale. C'est-à-dire que c'est l'idée que le sang noir salit le sang blanc qui explique, à leurs yeux, leur rejet de famille blanc créole. Yannick, un entrepreneur qui se définit comme mulâtre, dont le père est décrit comme un petit blanc, et la mère comme une négresse très noire, qui compte parmi ses ascendants d'ailleurs des descendants de travailleurs engagés africains. Donc Yannick m'expliquait qu'il avait été malgré tout accepté au sein de la famille de petits blancs de son père, malgré la relation dite interraciale, la mésalliance, parce qu'il était très clair de peau. À noter que les parents de Yannick se sont mariés, c'est pour ça que ça avait fait scandale. Le père blanc créole avait épousé la mère noire, alors qu'en général, les relations restent illégitimes. Donc à ses 10 ans, son père a fini par épouser sa mère, et il a été accepté au sein de la famille de son père, dit-il, parce qu'il était clair de peau. Dans le même ordre d'idée, une ancienne ministre de la République guadeloupéenne, qui a épousé, selon sa manière de catégoriser, un mulâtre blanc, donc quelqu'un de blanc de peau, mais qui en fait a des ascendants noirs, entre guillemets, elle affirmait qu'elle n'avait pas été acceptée dans la famille de mulâtres blancs de son époux, et que par la suite, un traitement différentiel était réservé à ses 2 enfants, son fils qu'elle décrit comme blond aux yeux bleus, et sa fille qu'elle décrit comme brune. Et chacune de ces personnes-là semblait dire que des traitements différents continuaient à être réservés aux personnes en fonction de la couleur de peau. Du point de vue des entrepreneurs blancs créoles que j'ai interviewés, cela est vrai, mais selon eux, il y a des processus on va dire, d'évolution dans le sens de l'acceptation du métissage au sein de grandes lignées de blancs créoles. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. Alors, si on s'intéresse à ce que j'exposais tout à l'heure sur les différences qui sont faites dans ce réseau de jeunes antillais d'Île-de-France entre l'acteur, les lieux, etc., on se rend compte que il y a une reproduction de cette distinction entre les clairs de peau, ceux qui ont les yeux de telle couleur et les cheveux de telle couleur ou de telle texture, et ça renvoie en fait aux représentations du métissage et de la différence phénotypique qui existe au sein de la majorité dite noire. Une petite parenthèse pour dire que un des blancs créoles interrogés parlait à un moment d'une personne et me disait que c'était une très belle chabine aux yeux verts. Et j'ai trouvé dans la littérature blanche créole aussi la référence aux personnes métissées, mais aux yeux verts, comme étant le prototype d'une espèce d'idéal de beauté, qui rappelle un peu la démocratie raciale de Gilberto Frère. Donc ce serait à nuancer l'idée de la mixophobie, elle irait de pair avec une mixophilie, qui est par la haine du métissage et du mélange, irait de pair avec en fait un attrait et une fascination pour les gens qui incarneraient la synthèse, c'est-à-dire entre le noir et le blanc et en plus avec des yeux bleus. Vert, pardon. Parce que c'est différent, yeux verts. Donc, maintenant je vais parler de la persistance de représentation zoologique des traces du métissage au sein de la majorité noire. Certains de mes informateurs semblaient très clairement dire qu'il continuait à y avoir en Guadeloupe une valorisation des traces physiques d'un métissage avec des Européens, et éventuellement avec des Indiens, bien que ce soit plus ambivalent,
y compris chez des jeunes personnes d'une trentaine d'années et moins. Cela va dans le sens, je ne vais pas m'y attarder, parce que ça va dans le sens de ce que j'ai exposé en milieu francilien au départ. Ce que j'ai remarqué en revanche, c'est qu'il y avait une différence générationnelle. Les jeunes à qui je parlais en Guadeloupe et en Île-de-France utilisaient une seule catégorie pour désigner les personnes claires de peau. C'est peut-être propre à la Guadeloupe, puisque des amis chercheurs antillais, martiniquais, me semblaient me dire que c'était encore plus stratifié à la Martinique. Mais en contexte guadeloupéen, les gens employaient uniquement le terme chabin. Chabin est un terme zoologique qui désignait en fait le produit d'un croisement entre deux types de caprins. Je ne sais plus si c'est le mouton, mais qui prenait en fait la forme, c'est un hybride en fait qui prenait la forme d'un des caprins mais la couleur de l'autre. Donc dans l'idée, Chabin, c'était censé être quelqu'un qui a tous les traits négroïdes, avec les classifications racialistes de l'époque, mais une peau et des cheveux clairs. Je renvoie aux travaux de Stéphanie Mulot, qui a fait une très belle analyse de cette manière de catégoriser le métissage. Donc Chabin était censé être quelque chose de précis, j'expliquerai tout à l'heure. En Guadeloupe, aujourd'hui, on n'utilise que cette catégorie-là, qu'on agrémente d'adverbes de degré. Il est très chabin, ou il est très chabine, ou elle est un peu chabine, et elle a les cheveux comme ça. On rajoute ensuite d'autres critères, les yeux, les cheveux. Chez les personnes de la génération supérieure, en général de 50 ans et plus, il y avait une distinction beaucoup plus fine dans la manière de catégoriser. Il y avait les rouges, j'ai assisté à des conversations, on distinguait les rouges des chabins. Je disais, mais c'est quoi la différence entre cette personne qui est rouge et cette personne qui est chabine? Non, mais chabine là, plus jaune. Donc le chabin est plus jaune que le rouge. Le rouge est un petit peu moins clair que le chabin. Bon. Mais quelle est la différence alors avec le mulâtre? Il y a une très belle scène du film de, j'ai oublié son nom, Pays à l'envers, Pays à l'envers, je sais pas, j'ai oublié. Sylvain Dampierre. Voilà, Sylvain Dampierre. Il y a une très belle scène où le généalogiste M. Rogers lui explique la différence entre la chabine et la mulâtresse. Il dit que la différence entre la chabine et la mulâtresse, c'est que la mulâtresse a des cheveux. Donc, en fait, l'idée, c'est que les personnes de 50 ans et plus étaient beaucoup plus précis dans leur manière de catégoriser les différents phénotypes. Et il précisait beaucoup plus souvent quand on utilisait à mauvais escient selon eux, puisqu'en fait, je me rends compte que c'est très différent d'une personne à l'autre. Il y a de grands critères, mais ça varie énormément, puisque les phénotypes eux-mêmes sont très variables. Ils précisaient, ils cherchaient à préciser à chaque fois dans quelle catégorie telle personne pouvait être placée. L'autre dimension, au-delà du classement du phénotype, c'est que cette génération de personnes corrèle l'apparence physique à une classe sociale. Pour eux, mulâtre, c'est un type physique très précis, mais ça représentait également une classe sociale des descendants des libres de couleur au moment de l'esclavage. Et tout comme pour les blancs créoles, certaines personnes de 50 ans et plus me parlaient de noms de familles mulâtres guadeloupéens à qui ils associaient certaines caractéristiques. Ils affirmaient d'ailleurs que ces familles-là avaient une conscience mulâtre et avaient, selon eux, un sentiment de supériorité vis-à-vis du reste de la population guadeloupéenne. Et certains militants anticolonialistes exprimaient un vrai ressentiment vis-à-vis de cette classe qu'ils définissaient comme des personnes à la botte, on va dire, du pouvoir colonial. Avec, là encore, des choses qui ne correspondent pas, puisque le chanteur de groupe 4 célèbre, Germain Calixte, qui est appelé Chabin, on me précise, oui, mais lui, il n'était pas blanc ou mulâtre, il était plutôt noir, parce qu'en fait, il était pauvre et qu'il jouait du broca et qu'il ne parlait pas français. Donc, on voit que le critère de classe vient complexifier, bien qu'il n'annule pas les catégorisations raciales. Alors la question se pose après avoir exposé mon tout premier terrain, fait référence à ma thèse pour donner un petit peu plus de contexte sur les raisons pour lesquelles on classifie ainsi. La question se pose de savoir comment interpréter ces processus de catégorisation. En 2009, en plein mouvement El Capio, ou quelques mois plus tard, Jean-Pierre Sainton, l'historien de la Guadeloupe, a publié un extrait de sa thèse qui porte sur le rôle de la couleur dans la société guadeloupéenne de la fin du XIXe siècle.
Cette publication, comme le précise la préface de Jean-Luc Bognol et l'introduction de l'auteur du livre, Jean-Pierre Sainton, cette publication a un objectif clairement et explicitement affiché, qui est de montrer la continuité claire qu'il existe entre la période esclavagiste et la Guadeloupe de la fin du XIXe siècle, mais aussi pour critiquer l'usage historique qui était fait par le FKP en 2009 de la mobilisation de la race. En d'autres termes, ce que Sainton et Bognol tentent de dire, c'est que la race n'a plus l'impact politique et social qu'il avait au XIXe siècle dans la Guadeloupe de 2009. Alors c'est sans doute vrai, mais ça n'explique pas pourquoi les discours qui y font référence ont de plus en plus d'importance. Et si la race n'a plus l'impact qu'il avait au lendemain de l'abolition de l'esclavage, ce qui est rassurant, on peut se demander quel impact il a, puisque les gens continuent à parler de chagrin, de mulâtre, etc. Donc mon ethnographie, elle essayait précisément de faire ça, d'essayer de comprendre pourquoi les gens, enfin comment d'abord les gens se référaient à la race, et maintenant d'essayer de comprendre pourquoi. Alors, c'est l'occasion pour moi, dans le petit quart d'heure qui me reste, de définir les termes que je vais utiliser dans le titre, qui sont catégorie et raciale et race. Donc, pour ce qui concerne la race, je me réfère aux travaux de l'anthropologue britannique Peter Wade et de l'anthropologue historien américain George Stocking Jr. Je renvoie surtout aux travaux de Wade, à son ouvrage sur Race and Ethnicity in Latin America de 1996 ou 17, où il précise le sens, en résumant, il précise le sens qui était donné à la race au XVIIIe, au XIXe et à partir du XXe. J'ai surtout parlé de la différence entre XIXe et XXe. Au XIXe siècle, et même au tournant du XIXe au XXe, nous dit George Stocking, la race est un type physique. Elle est non seulement naturalisée, mais biologisée, selon Peter Wade. Et ce qui est très intéressant et important à comprendre, c'est que ça part du type physique, mais ça intègre également la culture, voire la psychologie. C'est-à-dire qu'on pense que tout est héréditaire, en fait. Et tout est transmis dans des catégories de personnes, les noirs, les rouges, les blancs, etc. Et même, on lit un grand sociologue français comme Marcel Mauss, les Australiens, dit-il, ont tel caractère parce qu'ils sont issus du croisement entre écossais, irlandais et anglais. Il y a une confusion, pour reprendre les termes de George Stocking, entre hérédité biologique et hérédité sociale, puisqu'à l'époque, même les scientifiques n'étaient pas très au clair sur ce qui se transmettait par la biologie et ce qui se transmettait par l'usage. Ils pensaient que tout se transmettait par le sang. Et bien sûr, l'autre idée, c'est que ces races de personnes, humaines, étaient inégales entre elles. Au XXe siècle, avec l'anthropologue Franz Boas et d'autres, il y a deux mouvements. Au tournant du XIXe au XXe, Franz Boas affirmait déjà que la race n'avait pas l'impact qu'on lui donnait. C'est-à-dire que la race, c'était un phénomène purement biologique, qui n'avait pas d'implication psychologique ou sociale, et qu'il fallait essentiellement s'intéresser à la culture. Au XXe siècle, ça va plus loin, toujours selon Peter Wade. On décide qu'en fait la race, avec les travaux des biologistes et des généticiens, n'était pas un concept opératoire pour l'espèce humaine, que c'était pas ce qui permettait on ne pouvait pas différencier les personnes sur la base de la race. Et la conséquence de cela pour nous, chercheurs en sciences humaines et sociales, c'est que la race est en fait une construction sociale et culturelle qu'il faut analyser, interpréter, comprendre comment les gens catégorisent racialement et pas considérer qu'il existe des catégories raciales. Ce qui me conduit à la notion de catégorie qui, dans les sciences dures comme dans les sciences expérimentales, vise à classer la diversité. L'anthropologue Radcliffe Brown avait déjà pour objectif de classer les différents types de sociétés
de manière très positiviste, c'est-à-dire qu'il y a une diversité, il y a le chaos, on va dire, de la nature et de la culture, et qu'on va venir, en tant que scientifique, mettre un ordre à ce chaos-là en créant des catégories. Donc, vu que, comme je disais, la race n'est pas un concept opératoire, on ne peut plus se référer à une classification de l'humanité en race, mais on va analyser comment les personnes catégorisent, les groupes catégorisent en prenant comme critère la race. Alors, lorsqu'on parle aujourd'hui de catégorie raciale, on pense surtout aux États-Unis, un peu à l'Angleterre également, ou à la British Library, pour la première fois de ma vie, j'ai dû dire de quelle race, de quelle ethnicité j'étais. Et on pense aussi à l'Amérique latine avec les travaux d'Elisabeth Cunin notamment sur la manière dont une constitution vient créer de manière légale une catégorie ethnique ou raciale. Il n'y a rien de tel en Guadeloupe puisque c'est un département d'outre-mer et que la République est une et indivisible et n'établit pas de différence raciale. D'ailleurs, le mot race a été supprimé de la Constitution parce que, selon les critères, on va dire, républicains, on ne distingue pas les types raciaux des personnes. En revanche, très clairement, avec ce que je vous ai exposé, vous voyez que est institutionnalisé de manière culturelle des différences entre personnes noires de peau, moins noires de peau, avec les cheveux comme ci ou les yeux comme ça. Donc, et que même dans les logiques qui veulent s'opposer à cette manière de hiérarchiser les types physiques, il faut bien partir de ce langage commun que les gens utilisent, ne serait-ce que pour le critiquer. Donc, la logique générale reste là, on s'y oppose ou on la cautionne, mais il y a vraiment un langage qui ne dépend pas des individus, mais qui est quelque chose de collectif et qui a été qui s'est historiquement construit en contexte antillais. Alors, pour ce qui est de la question du sens de cette stratification raciale, de cette catégorisation, de cette manière de catégoriser la race, on pense souvent aux travaux de Frantz Fanon qui expliquait cela par une forme d'aliénation. Selon Peter Wade, c'est une analyse marxiste en fait des phénomènes raciaux. En fait, la race est une forme de fausse conscience qui est théorisée, qui est inculquée aux dominés. C'est un instrument idéologique qui vise à dominer et à faire accepter la domination. Peter Wade nous dit aussi que cette analyse marxiste n'est pas suffisante puisque la race peut être indépendante, les logiques ou les phénomènes raciaux peuvent être indépendants des phénomènes sociaux et peuvent s'influencer les uns les autres. Donc la race n'est pas seulement une manière de créer une classe de dominés et une classe de dominants. En plus, en contexte guadeloupéen, on n'identifie pas de système de domination binaire et simple où il y aurait une classe dominée et une classe de dominants. J'ai montré tout à l'heure comment effectivement il y a ces blancs créoles qui sont surreprésentés dans les hautes sphères de l'économie et qu'il y a aussi une élite politique qui a un certain pouvoir. Il y a une classe moyenne qui est noire depuis au moins le 19e siècle, comme le montre je ne parle pas des livres de couleur, hein, mais comme le montre Jean-Pierre Sainton en Guadeloupe. Et il y a une classe moyenne indienne, il y a un dynamisme du capitalisme familial indien en Guadeloupe, les Indiens pardon en Guadeloupe, parce que c'est la même chose, et du coup, on a affaire à une société qui est extrêmement complexe. Donc que veut dire la référence au phénotype dans un tel contexte? Est-ce que c'est une habitude? Est-ce que ce sont des attitudes qui ont été transmises sans que le sens social, sociologique, qui était lié initialement à ces attitudes-là, l'ait été? Je conclurai, peut-être que je résous facilement la difficulté en estimant qu'en fait, la manière de se référer à la race et à l'hérédité, c'est le reflet de justement cette complexité d'une société dont les modalités de décolonisation a été une intégration à l'ancienne métropole coloniale et qui a de ce fait connu des mutations extrêmement rapides en peu de temps. Et elle se trouve prise dans plusieurs nœuds de contradictions et de tensions. Et comme l'expliquait Jean-Luc Bognol, comme la race, en s'ancrant dans le corps et dans des éléments qui sont en général héréditaires, elle revêt une efficacité symbolique aux yeux des gens,
Et du coup, ça a été transmis pour justement, et la manière dont on s'y réfère traduit justement cette complexité, ces tensions et ces contradictions propres à la société guadeloupéenne contemporaine. Donc je terminerai simplement en posant la question de la possibilité de comparer avec un contexte aussi spécifique que celui des Antilles françaises, de la Guadeloupe notamment, avec d'autres contextes où la race revêt également une signification très importante. En Afrique du Sud, aux États-Unis, où les manières de catégoriser la race sont dominantes, voire hégémoniques, comment justement comparer ce qui se passe en contexte antillais avec ces autres contextes où la race continue à avoir une importance tout aussi grande. Ouais, je vous remercie. Merci beaucoup, Anne. Tu as tenu le temps. Tu vas nous laisser le temps de questions et de discussions. N'hésitez pas. La discussion est ouverte. Myriam, de lance. Bon, merci Marie de cette présentation. C'est une discussion qui continue. Moi, j'aurais aimé vous interroger sur les mécanismes de maintien de ces stéréotypes en contexte de... Alors, je ne vais pas dire de diaspora, mais en contexte de migration. Parce que autant on peut comprendre que localement, c'est-à-dire en Guadeloupe, il y ait un maintien que la race donc s'ancre dans le corps, qu'elle a une efficacité symbolique, qu'en plus il y a des échos avec l'histoire, et puis une mémoire qui ne passe pas, en tout cas qui n'a pas été résolue par la République. Et autant, comment expliquer qu'en contexte, donc, dans le cadre en tout cas d'une jeunesse issue de la migration, il y ait cette efficacité des stéréotypes et ce maintien en fait d'un discours qui semble être une matrice qui est directement transposée en fait. Parce que là je ne vois même pas en contexte dans le contexte de l'Île-de-France, je ne vois même pas de mutation d'un discours qu'on pourrait reproduire qui serait exactement celui que l'on peut entendre en Guadeloupe ou même en Martinique. Et d'ailleurs, vous entendant, je me sens un peu désespérée, je dois dire, parce que, non pas parce que vous dites bien évidemment, mais par le fait que, voilà, où se trouve le changement et où se trouve, pas l'évolution, parce que ça pourra avoir une connotation négative, mais où se trouve le changement. Et c'est vraiment ces questions-là que j'aimerais bien vous entendre sur cela. Et quelle est la performativité de ces catégories raciales, mais surtout de leur utilisation. Voilà. Et comment elles peuvent être maintenues alors qu'on est dans un contexte qui est différent, que les rapports de pouvoir sont différents, que les rapports de domination aussi se posent différemment. Merci beaucoup. Moi, j'étais assez frappé de voir. J'avais ce stéréotype, puisque ma propre histoire individuelle était entre les Antilles et la France hexagonale, surtout la France hexagonale d'ailleurs. Et j'avais ce stéréotype de ce mot affreux, négropolitain, parce que voilà, lorsque aux Antilles, France Fanon en parlait déjà dans le masque blanc, lorsque certains Antillais reviennent dans leur région, leur contrée d'origine, soit certains estimant que avoir été en métropole
métropole et d'avoir l'accent parisien fait chic, et du coup, il y a ce stéréotype de celui qui habite en France hexagonale, qui parle avec un accent métropolitain, qui est coupé de sa culture, qui ne sait pas ce qui se passe, qui ne sait plus ce qui se passe, ou qui feint de ne plus savoir ce qui se passe en contexte antillais. Donc j'avais intégré un peu ce stéréotype et j'étais effectivement assez surpris de voir qu'en fait il y a des personnes qui sont nées, qui ont grandi en France hexagonale, soit dans des univers familiaux très forts, parce que c'est la famille avant tout, c'est l'enfant, ce sont les parents, les tantes qui vont dire que celui-ci est bien sorti ou mal sorti, celui-ci a de beaux cheveux, etc. Donc il y a la cellule familiale qui parle, et parfois il y a carrément des réseaux antillais dans certaines villes de banlieue parisienne, où il y a une très forte communauté antillaise qui bien sûr est en lien avec des personnes d'origine maghrébine et d'Afrique subsaharienne, mais où tout ça continue en fait à se transmettre de la famille au réseau élargi, et je pense que c'est ainsi en fait que ça se produit. Ensuite, notamment en ce qui concerne le réseau des jeunes hommes qui s'identifient comme gays et bi, il y a un processus qui sans doute est propre à tout antillais ou tout migrant, qui est que certains cherchent un entre-soi étouffant où tout le monde se connaît, et d'autres fuient complètement ces réseaux en plus homosexuels où tout le monde se connaît, où il y a potentiellement des histoires de tromperie, etc. Ils fuient complètement l'univers antillais. Et je pense que ça, à l'échelle de ce micro-milieu, peut être élargi au milieu antillais. Et je pense qu'il y a effectivement des personnes qui reproduisent complètement une insularité en Île-de-France, enfin une double insularité. Île-de-France est en plus originaire des îles antillaises, et d'autres qui les fuient complètement. Donc c'est peut-être là, si vous avez besoin d'espoir, c'est peut-être de ce côté-là qui sont difficiles Mais donc, donc ça voudrait dire que le maintien en fait de cette utilisation des catégories raciales, mais surtout des schémas référentiels, serait comme une sorte d'attache à une culture, à ce qui serait supposé être une culture guadeloupéenne ou une origine guadeloupéenne, qui d'une certaine façon, alors là je ne vais plus être optimiste, parce que s'il s'agit d'afficher un lien avec la culture guadeloupéenne, on peut penser qu'il va même y avoir des renforcements de ces catégories, de ces oui, mais ce n'est pas, à mon sens, ce n'est pas saisi comme participant de cette spécificité culturelle qu'on veut maintenir. C'est qu'on reste entre antillais, on parle créole, on danse certaines musiques, et dans toutes les interactions qui se jouent avec les autres antillais qui sont dans le même contexte ou qui viennent carrément, parce qu'il y a aussi cela, il y a ceux qui sont nés, qui ont grandi ici, qui parfois fréquentent des gens qui arrivent bien après, qui viennent directement des Antilles. J'ai oublié de préciser que beaucoup, pour ceux qui sont de classe plutôt populaire ou classe moyenne, sont des gens du Bumidum, donc qui sont dans la fonction publique en France hexagonale et dans d'autres villes d'ailleurs, mais ce qui me concerne en France hexagonale et en Île-de-France, et qui vont régulièrement aux Antilles, et qui connaissent des cousins, qui se plaignent parfois de l'attitude des cousins, parce que certains sont critiques aussi parfois par rapport à tout ça. Mais il y a une circulation, une fréquentation quand même assez forte d'antillais qui fait que des choses sont transmises et répétées et reproduites de manière plus ou moins consciente. Oui, oui. Ouais, en fait... Bon, allez-y, après Roselyne. Moi, en tout cas, ce que je voudrais dire après votre intervention, c'est que je ressens quand même un immense vide en ce qui concerne, je dirais, l'identité de la Guadeloupe. Hein. J'ai pas vraiment... parce que bon, moi, je suis quand même issu d'une famille où j'ai beaucoup entendu parler de l'identité. Parce que bon, j'ai quand même des parents qui faisaient partie du GOND. Donc je connais, j'ai entendu mon père diriger la sécurité sociale de la Guadeloupe. Ma famille, c'est une famille qui est quand même connue, dans le sens où les Bambucs, ce sont des gens qui sont connus. Donc j'ai beaucoup entendu parler d'identité. J'ai l'impression que là, il n'y a plus rien qui existe. On ne sait même pas de quoi on parle.
j'ai l'impression d'être dans un vide complet. Je sais, franchement, comme si la Guadeloupe n'avait pas d'histoire, comme si on ne comprenait pas pourquoi il y a des choses qui se passent et on ne donne pas d'explication. Et on a l'impression d'être perdu, enfin en tout cas à travers votre intervention. Voilà, donc je ne sais pas ce que... Alors, mon intervention portait sur un thème précis qui, mais bien sûr, la Guadeloupe a une histoire tout à fait singulière qui n'est pas négative. Hein. C'est une histoire riche, une histoire de rencontre, une histoire de voilà, reconstruction d'une spécificité culturelle ou deux formes de spécificité culturelle. J'en parle dans mes travaux. Ensuite, oui, je parle également de ce mouvement nationaliste-là qui a beaucoup contribué à faire connaître les spécificités de l'histoire guadeloupéenne, de certaines pratiques qui étaient dénigrées comme le vocal, la langue créole, etc. Et j'ai nuancé à un certain moment mon propos pour dire que si certaines personnes reprennent à leur compte certaines divisions, talapinouette, talapiclé, etc., d'autres sont vraiment dans une posture d'affirmation, que ce soit de leurs cheveux, de leur origine guadeloupéenne, et pour tous, ils ne fréquentent dans les milieux, hein, je parle pas des Antillais, dans les milieux que j'ai côtoyés, ils ne fréquentent que les Antillais, certains parlent le créole, et cherchent quand même à faire vivre et à montrer une certaine spécificité, une certaine fierté d'être Antillais. Donc les deux vont de pair, il n'y a pas pour moi, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Il y a cette fierté-là, il y a cette conscience parfois d'avoir cette spécificité culturelle, mais également ces manières de catégoriser le phénotype. Bien sûr, la catégorisation, je pense que ça fait partie un peu du folklore, un peu chez nous, parce que ne serait-ce que dans ma famille, j'ai mon père qui est très noir et son frère, ils sont du même père et de la même mère, il est rouge, il est dit rouge, comme vous disiez tout à l'heure. Nous, on appelle chabin le fait que deux personnes noires font une personne qui sort chabin, qui sort en gens blancs, c'est ça le chabin. Sinon, c'est autre chose, c'est un mulâtre, c'est tout ce qu'on veut. Donc il faut que les choses soient claires, enfin, en tout cas, parce que des fois, on a l'impression de ne pas bien comprendre la terminologie quand c'est expliqué. Et bon, moi, comme je suis, moi je suis de là-bas, franchement, moi je suis tout le monde là-bas, donc j'entends, j'ai fréquenté une grand-mère, grand-père, enfin le père, j'ai eu le temps de voir toutes ces personnes-là parler, donc des fois, quand j'entends certaines personnes, je vous ai entendu, j'avais l'impression d'être dans un autre monde. Mais j'ai bien montré, vous faites partie de la génération des personnes dont j'ai parlé, qui font cette distinction-là. Je vous assure que les personnes plus jeunes, pour eux, mulâtre, oui. J'ai vu une fille de 14 ans demander à son père qu'est-ce que ça veut dire mulâtre. Donc c'est pour vous montrer à quel point les personnes plus jeunes ne fonctionnent pas, n'ont pas eu la même expérience que vous, et parfois... C'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste, parce que mulâtre, c'est un terme qui est un peu... un terme, je dirais, qui appartient un petit peu à un mouvement colonialiste, mulâtre. Les gens sont plus habitués à dire métis. Voilà. Donc, c'est un peu normal qu'on puisse, que quelqu'un puisse, s'il n'a pas l'habitude, c'est nos grands-mères qui pourraient dire mulâtre. D'accord? Tandis qu'aujourd'hui, les gens vont dire un métis. Voilà. Donc, c'est pas quelque chose qui est vraiment, je veux dire, ça n'a pas une dimension extrême. Bon, la seule différence, c'est que le mulâtre, en fait, peut-être qu'il avait des prérogatives, on dira, par rapport, enfin, on pouvait lui donner certaines prérogatives dans l'histoire de la catégorisation, tout ça. Voilà. Merci. Merci pour cette question. Oui. En fait, je voulais dans le même sens aller dans le même sens que Myriam, quand même, et de t'interroger sur est-ce que tu ne crois pas que ces catégories-là sont nouvellement renforcées? On est quand même, tu sais, je pensais en t'écoutant, je pensais à cette scène du film Devine qui vient dîner, je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, où il y a un échange entre le père donc c'est
l'histoire d'amour entre un jeune homme noir et une jeune fille blanche aux États-Unis, on va dire, je sais pas, deuxième moitié du XXe siècle. Ouais. Et donc autant la famille blanche que la famille noire est complètement horrifiée à l'idée de cette union. Et il y a une scène absolument géniale dans le film où le fils s'oppose à son père en lui disant ta notion de race et de couleur, ça a empoisonné assez de générations. Nous, on veut passer à autre chose, on n'en veut plus de tout ça, je veux vivre ma vie, etc. Et du coup, tu vois, il y a un sacré décalage avec ce que tu dis de ces attachements. Et est-ce que c'est pas un retour vers des catégories qui, pendant un temps, ont été Moi, je pense que ces catégories n'ont jamais disparu. Dans un contexte antillais qui est très différent. C'est ça ma question. Je ne suis pas sûr. Ce pas ces catégories-là. Ces catégories-là, celles dont j'ai parlé, sont propres au contexte antillais. Et je ne pense pas qu'il y ait une évolution que je décris. Mais je pense qu'on n'a jamais arrêté de se distinguer, les gens plus ou moins clairs, avec les cheveux plus ou moins indiens. Je pense que ça n'a jamais arrêté. Jusqu'aujourd'hui, de ce que j'ai vu et entendu, ça se poursuit. Je pense qu'il y a une nouvelle forme de racialisation, en revanche, qui n'est pas du tout de cet ordre-là. C'est plutôt par rapport à la référence à une identité dite d'afro-descendant ou en référence à une identité diasporique noire, assez influencée par l'expérience afro-américaine qui est très différente qui est différente sur beaucoup d'aspects de celle des Antilles françaises. Et donc la racialisation, le renouveau de race, il y a un signal sur la race aujourd'hui, parce que je pense que c'est davantage lié à ça que à ce à quoi je faisais référence dans l'intervention. D'autres questions? Alors je suis vraiment en fait assez frappée et je découvre en fait les appellations, enfin la façon de catégoriser les individus. En fait, je vois la différence très nettement entre la Martinique et la Guadeloupe. Par exemple, chez nous, les Martiniquais, le terme mulâtre, c'est une catégorie qui a toujours été, qui est complètement essentialisée et qui ne s'en va pas, qui est là et qui demeure. Alors que, par exemple, en Guadeloupe, une jeune fille de 14 ans ne sait pas. En Martinique, c'est usuel. Il y a même cette expression pour dire que les mulâtres sont réunis, on dit la mulâtraille, quoi. C'est le mépris, c'est ces gens-là qui restent entre eux. Et en fait, je trouve ça vraiment assez intéressant, en fait. Et surtout la façon dont tu présentes les choses. Comment... il y a cette essence en fait de ce besoin de catégoriser, de définir, d'identifier le genre de la personne qui, on se rend compte très rapidement, n'est pas dans la pratique et dans la réalité des faits. Justement, en parlant de la politique et du pouvoir économique, de cette concentration des blancs créoles, des béquets, et d'un côté des noirs, donc les noirs avec tous les phénotypes représentés sur la politique. En Martinique, on a même une sorte de légende, en fait, un peu urbaine, je ne sais pas si tu en as entendu parler, de cette histoire que les béquiers faisaient de la politique aussi, et qu'il y a un moment donné où il y a eu trop de meurtres. Je ne sais pas si c'est vraiment vérifiable, en fait, et qu'en fait, il y a eu un accord qui a été passé entre les deux parties, en décidant que les béquiers garderaient le pouvoir économique et que les noirs garderaient le pouvoir, la même mise sur le pouvoir politique. Et non, en fait, tout ça, c'est vraiment très intéressant, merci. Moi, personnellement, ça a vraiment nourri ce que je fais et je trouve ça vraiment frappant, en fait, de voir comment à quelques 45 minutes d'avion, comment, en fait, c'est super différent. Et pourtant, quand on se retrouve tous ensemble, quand on est Guadeloupéen et Martiniquais, même s'il y a toujours cette distinction, le Martiniquais est beaucoup plus clair, le Guadeloupéen beaucoup plus foncé, le Guadeloupéen beaucoup plus afro-centré aussi, le Martiniquais beaucoup plus assimilé et complètement, qui est complètement tourné vers la France, la mère patrie par excellence, avec
tout ce complexe du petit père blanc, etc. Comment au final, même quand on se retrouve entre nous, une fois qu'on a fait voler en éclats l'appartenance Martinique-Guadeloupe, on retombe tout de suite dans cette catégorie sur le phénotype, les cheveux, voilà. Merci. Oui, en fait... Attendez, mais on va faire circuler un peu là. Il y a des Oui, questions bonjour. là. En fait, je voulais juste répondre à... Oui, voilà, vous répondre. En fait, par rapport à ce que vous avez mentionné à l'instant, par rapport au béquet, etc., dans la politique. En fait, il y a un homme politique martiniquais qui s'appelle Lagrosilière, qui était apparenté socialiste ou en tout cas de gauche, et qui a fait ce qu'on a appelé le bout de chemin avec l'usine au début du XXe. Donc en fait, il a passé un accord avec un politicien béquet, et il a été très mal vu du coup par une frange donc, de son électorat d'alors. Mais bon, en tout cas, ça a passé, il a perduré encore un certain temps dans la politique. Donc je ne sais pas si c'est cette histoire. Mais effectivement, au début du XXe siècle, il y avait beaucoup de violences politiques en Martinique, avec du bourrage d'urnes, les gendarmes qui étaient là aussi pour, des fois, exécuter des gens. Il y a le personnage, je ne sais pas si quelqu'un connaît autour de l'assistance, des étages. Bon, il y a eu, qui ont été, l'usine et des étages, quelque chose comme ça, de politiciens qui ont été tués par les gendarmes. Voilà. Et je revenais juste sur le terme de mulâtre. En fait, de mon côté, je trouve que c'est plutôt quelque chose qui est, c'est vrai, qui est péjoratif, mais qui est plus de classe. Plus de classe que de couleur. Je trouve au niveau de ma génération en tout cas, c'est vrai que pour nous, en Martinique, on disait plus charbin dès que la personne est claire. Et c'est tout. Par contre, toutes les spécificités de couleur qu'il peut y avoir par ailleurs, elles n'étaient pas trop utilisées. Voilà. Donc ça rejoindra, parce que par rapport à vos interventions, je pensais effectivement aux différences historiques et sociologiques entre la Guadeloupe et la Martinique, en fait, qui se retrouveraient dans les manières de catégoriser au croisement classe-race, puisque quelqu'un de très noir de peau qui est riche, il sera considéré comme mulâtre en Martinique? Oui. Ah oui. C'est le bémol que je trouve important, parce que lorsqu'on lit Guy Cabot-Massou, lorsqu'il parle de la pensée mulâtre à la Martinique, il mélange le noir et mulâtre de peau. Je ne sais pas si dans la pratique, dans le fait de désigner tous les jours. Dans la pratique, au jour d'aujourd'hui, ça l'est. Lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il a une pensée mulâtre, on ne voit pas la couleur de sa peau. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on catégorise la plupart des hommes qui sont actuellement politiques. On dit qu'ils ont une pensée mulâtre. Et là, ça n'a plus rien à voir avec la question de phénotype. En Guadeloupe, les mulâtres sont un peu éduqués, c'est la même chose. Une question par rapport à la langue. Est-ce que dans les milieux que tu as fréquentés, on peut être considéré comme guadeloupéen si on ne parle pas créole? Oui, la majorité d'entre eux, comme beaucoup de jeunes à Guadeloupe, il y a une question de classe sociale et une question de genre qui est extrêmement complexe. Il y a des milieux où l'une des personnes dont je parlais tout à l'heure parlait beaucoup le créole, mais c'est elle qui portait les dreadlocks, qui avait un caractère qui disait vraiment, il y avait une dimension politique, micropolitique aussi à ce niveau-là, puisque ce n'était pas anodin. En revanche, beaucoup de jeunes filles, même en Guadeloupe, me disaient comment fais-tu pour parler le créole en étant de France, entre guillemets. C'est-à-dire que beaucoup de ces jeunes parlent parfois à peine le créole, ils me disent, mais à vous ne pas savoir tenir une conversation en créole. Moi, en revanche, ils vont ponctuer leurs phrases d'expression. Et en général, ça suffisait. Il y avait également des gens qui n'étaient pas... une à un moment qui était d'origine camerounaise, certes mariée à un moment à un Guadeloupéen, mais qui ne parlait pas du tout le créole et qui ne se sentait absolument pas exclu au sein du groupe de danse par rapport à ça. Merci. J'ai une question par rapport au terme créole. Donc créole blanc, parce que du coup moi je travaille à Bus sur la Réunion, et moi ce que j'avais entendu, c'est que créole c'était plus un rapport aux ancêtres esclaves.
Et du coup, comment on peut dire blanc créole si les blancs pas de lien avec les ancêtres esclaves? Alors, c'est un contexte assez différent. En Guadeloupe, il n'existe pas de catégorie ethnique créole qui se désignerait les blancs ou les noirs. Je sais qu'initialement, lorsqu'on disait les créoles, par définition, on parlait de personnes libres, on parlait des blancs créoles à un certain moment, mais créole voulait dire tout ce qui venait de la colonie, donc c'était des esclaves créoles, des nobles créoles, une langue créole. Mais aujourd'hui en Guadeloupe, certaines personnes, certains artistes disent nous sommes tous des créoles, mais dans le langage commun, il ne semble absolument pas que ce soit approprié, que ça soit approprié par les gens, je veux dire pas approprié en soi, que les gens s'approprient ce terme-là pour désigner une catégorie ethnique ou raciale. Donc en général, on l'utilise plutôt pour se référer à la langue, le créole, et on précise les blancs créoles comme synonyme de béké ou de blanc pays, sachant que béké est en général beaucoup plus utilisé aussi bien à la Guadeloupe qu'à la Martinique, alors qu'à la base c'était une appellation propre au contexte martiniquais. Alors je sais qu'en dans l'océan Indien, quand on dit les créoles, parfois on se réfère au CAF en fait, en contexte réunionnais, c'est-à-dire aux descendants de personnes réduites en esclavage d'origine africaine ou malgache. Il me semble-t-il, des personnes où la trace d'un métissage avec les CAF est visible. Il n'y a pas cette dimension-là, me semble-t-il, en contexte européen ni martiniquais. Et juste les descendants d'Indiens, comment ils sont appelés du coup? Alors le terme couli continue à être utilisé en Martinique et est considéré comme injurieux en Guadeloupe, et on dit indien. Koulimalaba et les personnes d'ascendance indienne dont j'ai parlé considéraient que c'était un terme injurieux, puisque Koulimalaba était en général une insulte en référence à leur phénotype et à leur culture. Malabar? Malaba, c'est la même origine. Oui, c'est Malaba. Moi, je vais poser une question. J'en ai plusieurs. Est-ce que déjà, tu as remarqué une différence dans les groupes avec lesquels tu as travaillé, de genre, au niveau de ces catégories, entre les hommes et les femmes, dans l'utilisation? Je te pose toutes mes questions. Dans l'utilisation de... je voulais préciser en fait, est-ce qu'on les utilisait différemment selon que c'était des femmes ou des hommes ou Oui, est-ce qu'ils les utilisent différemment? Et est-ce qu'ils les utilisent différemment? Est-ce qu'elles sont un petit peu différentes? Est-ce que tu sens un décalage? Après, alors je ne sais pas, c'est une question. Là, sur le groupe avec lequel tu as travaillé, on a vraiment l'impression de groupe que de personnes antillaises. Enfin, là, tu as parlé de gens aussi dont les parents seraient originaires d'Afrique, ou peut-être venus directement d'Afrique, je ne sais pas. Et je pense qu'il y a quand même peut-être, avant que les gens soient vraiment ségrégés à ce point-là, mais des gens, je sais pas, de l'hexagone non antillais et de couleur qui seraient catégorisés comme blancs avec eux. Et du coup, cette confrontation avec les catégories de chacun, parce que, je veux dire, dans l'hexagone, on a aussi des catégories raciales qui ne sont pas les mêmes, mais on fonctionne aussi avec des représentations sur les couleurs, en Afrique aussi. Et du coup, est-ce que tu as pu saisir des confrontations de ces différentes catégories? Comment elles se réarticulent? Est-ce que ça modifie quelque chose et qu'il y aurait d'autres catégories comme ça qui sont créées du mélange culturel, du bagage culturel de chacun? Ou est-ce que, là on sent la prégnance des catégories, on va dire, antillaises, mais du coup, voilà, est-ce que ça se reconfigure? Tu as peut-être un peu répondu avec la piste des afro-descendants, mais du coup, là, est-ce que ces gens ne fréquentent pas du tout de gens blancs, on va dire, comme moi, hexagonaux? Du coup, est-ce que le blanc est quelque chose qui n'est pas Sarcelles, le brun, je ne sais pas où? Et du coup, comment ça fonctionne en fait? Parce qu'on sent quelque chose de très hermétique, justement. Est-ce que cette migration et de vivre ici, les gens ne se saisissent pas, ou est-ce que ça peut fonctionner en parallèle en fait? Tu peux fonctionner différemment, et puis quand dans un certain entre-soi, tu fais fonctionner sa catégorie, puis quand tu es à l'extérieur avec des gens qui ne viennent pas forcément, tu évites de parler de ça, parce qu'en plus, ça peut être pas super bien compris ou même vu. Donc voilà, c'est une question. Et quand même, je suis aussi frappée par la... Voilà, je pense qu'il y a quand même une historicisation à faire
ces catégories, de la différence entre la Martinique et la Guadeloupe. Il faudrait vraiment travailler aussi dans une perspective historique pour comprendre comment ça a perduré. Alors que parce que, ok, bon, les sociétés ont extrêmement changé depuis les années 50, et du coup, de ce que j'ai compris que tu disais, c'est un peu que ces catégories, elles permettent, c'est quelque chose de rassurant, qui soi-disant paraît simple parce que tu l'identifies visuellement, sauf qu'en fait, c'est ce qui a été dit, c'est aussi du social, c'est du statut, enfin c'est beaucoup plus compliqué que ça. Puis tu montres même qu'il y a des contre-exemples, les gens sont très loin, mais vont dire le contraire de ce qu'ils sont, ça n'en change pas les stéréotypes. Et du coup, à quel point c'est prégnant et quand même à quoi ça sert aujourd'hui. Parce que pour moi, une catégorie raciale, enfin, c'est ma vision historique, mais ça sert toujours à construire quelque chose, à construire de la différence, et on construit de la différence soit pour du politique, pour du social. Et du coup, j'ai quand même du mal à comprendre en quoi c'est pertinent aujourd'hui et que ça sert les gens dans leur organisation sociale, dans la façon dont ça fonctionne, et jusqu'où ça va. C'est-à-dire, est-ce que dans les mariages, donc la question de la transmission et des enfants, est-ce qu'il y a des stratégies matrimoniales qui fait que les gens choisissent des personnes parce qu'ils vont éclaircir leur couleur, parce que... est-ce que tu vois aussi que les gens ils choisissent leur entourage, est-ce que ça influe aussi dans une ségrégation, dans la façon dont les gens avec qui tu vas coucher, avec qui tu vas vivre, avec qui tu vas être ami même. Est-ce que ça... Et du coup, là, on bascule aussi dans du racisme, plus que de la catégorisation raciale. Sans vous couper, ça a déjà été démontré par Frantz Fanon, par plein d'auteurs, parce qu'il y a eu... Frantz Fanon a écrit dans les années 60, la société a un peu changé, c'est pas pour... oui, non, mais il a écrit dans les années 60, mais c'était une psychothérapie, c'est-à-dire qu'il y a eu un travail d'aliénation qui a été fait, et... ouais, mais il y a aussi plein de travaux c'est toujours réel, hein. Oui, mais je pense que les gens, l'aliénation, moi j'ai une position par rapport à ça. Quand j'entends ma grand-mère qui dit pour mon frère, toi tu as une petite peau un peu chapée, lui il est plus noir, c'est un travail les gens répètent ça depuis toujours aux Antilles. Ouais, mais les gens ont leur propre autodétermination, ils réfléchissent. Là, il y a plein de gens, on réfléchit tous, donc ils reproduisent pas forcément bêtement des choses comme ça sans différence. Non, je crois à la gentilité des gens. Oui, je suis d'accord. En fait, c'est pas, ils ont leur autodétermination, c'est sûr, mais il y a ce qu'on appelle des choses qui sont ancrées, c'est-à-dire il y a des choses qui se sont passées, c'est lorsque les gens ils ont eu pendant quelques siècles quand même des années de souffrance et qu'il y a des processus d'aliénation qui sont enfouis dans les gens ils répètent des choses, je ne sais pas si c'est compréhensible, mais je pense que c'est réel. Je comprends, mais oui. Si je peux me permettre, mais pour répondre à tes questions en tout cas, j'ai pas forcément remarqué de différence de genre dans l'utilisation des catégories. Après, je dirais que peut-être que dans la dimension esthétique, les femmes sont plus... comment dire? Il y a une plus grande influence, une plus grande pression sur les femmes pour s'approcher de certains canons de beauté, même si j'ai montré que ce n'était pas uniquement propre aux femmes, et qu'il y a un phénomène linguistique assez intéressant, c'est que pour dire jeune fille, de plus en plus, les gens disent chabine en Guadeloupe. Les jeunes, ils appellent les filles chabines, même quand elles sont noires de peau. C'est un phénomène que beaucoup constatent et disent mais n'importe quoi, il a vu ma couleur et il m'appelle chabine, mais donc comme si en fait, voilà, comme si ça allait dans ce sens-là. En revanche, j'ai connu au sein d'une famille que j'ai beaucoup fréquentée sur le terrain qui avait une trentaine d'années, il y avait une fille considérée comme négresse et son mari comme chabin, et ils s'appelaient d'ailleurs chabin et négresse dans le couple. Très clairement, je ne sais pas à quel point on peut entrer dans la tête des gens et dire qu'il y avait une stratégie, mais il y avait une très grande satisfaction du fait que la fille aînée était chabine et non pas négresse comme sa mère. Donc voilà, je ne peux pas en dire plus puisque je ne suis pas, je dis pas ce qui se passe dans la psyché des gens. Et pour ce qui est de la mixité, bon, c'était un travail de master que j'ai réalisé sur une période assez courte, mais moi ce qui m'avait particulièrement étonné, notamment
dans les milieux d'hommes s'identifiant comme gays et dans le milieu de ces soirées, c'est que ces soirées visaient une population dite ethnique ou antillaise, noire. Donc dans les soirées dites antillaises, il y avait toujours une forte proportion de personnes d'origine africaine. Dans les soirées dites ethniques, il y avait tous les blacks, entre guillemets, donc africains et antillais ou originaires d'Afrique et des Antilles. Il y avait également des personnes maghrébines qui étaient ciblées par le type de musique diffusée. Il y avait un quart d'heure rail, un quart d'heure dancehall, un quart d'heure soukous. Enfin, c'était vraiment ciblé comme ça. Ce qui me marquait et ce que les personnes remarquaient aussi en entretien, c'est qu'ils disaient la soirée s'appelle Black Blamber, mais c'est vraiment Black Blamber chacun de son côté. Donc il y avait une ségrégation où les Africains fréquentaient peu les Antillais, et dans les milieux que j'ai intégrés, c'était non seulement essentiellement des Antillais, mais essentiellement des Guadeloupéens, et parfois des Guadeloupéens de la même commune de la Guadeloupe. Donc il y avait, de par la migration, la reconstitution d'un réseau extrêmement fermé, pas seulement par rapport à l'origine, mais par rapport à la connaissance que les gens avaient les uns des autres avant de venir en Île-de-France. Et là, est-ce que tu penses que la question d'une identité sexuelle discriminée, enfin, et marginalisée, joue sur le fait de... Dans l'entre-soi, oui, mais en revanche, il se retrouvait dans l'entre-soi antillais du groupe de danse qui n'était pas que composé de personnes s'identifiaient comme gays. Donc voilà, c'est un peu une poupée russe, mais et les musiques qui étaient passées, le seul critère qui les déterminait, c'était de pouvoir danser le zouk entre hommes et entre femmes, de pouvoir écouter leur musique antillaise du dancehall avec les paroles les plus homophobes, etc., comme le reste des Antillais, mais en n'étant pas jugés par des Antillais sur le fait de leur sexualité. Mais en revanche, sur tout le reste, il n'y avait pas de différence particulière de ce que j'ai vu avec les autres populations, les autres personnes originaires des Antilles. Est-ce que ça me fait penser, je crois qu'à La Réunion, pour dire une femme, pour généraliser, on dit Catherine, donc c'est marrant du coup. Pourtant, même à la Réunion, le cafre est la personne qui est quand même la moins bien vue. Du coup, c'est marrant. Et on avait peut-être aussi Negra Morena, ils me disent quand la personne n'est pas forcément ni noire, ni la presse, entre guillemets, donc c'est intéressant. Et ma question, c'est est-ce qu'il y a d'autres façons de s'identifier que par le phénotype, du coup? Bien sûr. Et de quelle manière? Comme tout le monde, il y a différents aspects qui constituent ce qu'ils sont. En général, lorsqu'ils font référence à la culture, ou à la guadeloupéanité, à l'antillanité, tout le monde est confondu dedans. C'est-à-dire qu'on identifie quelqu'un par rapport à ça, et on ne comprend pas vraiment ce qu'il y a derrière. Comme je disais, il n'y a pas de dimension sociale, il n'y a pas non plus de cercle de personnes qui se... Ça peut exister, et on me posait la question parfois quand j'estimais ne pas avoir été reçu correctement. Oui, mais est-ce que c'était les personnes claires de peau? Est-ce que c'est un rapport en fait que tu sois plus noir? Mais j'ai pas constaté de choses comme ça véritablement sur le terrain. Et j'ai oublié la question. S'il y avait d'autres façons de s'identifier. Oui, et lorsqu'on fait référence à la culture, l'idée c'est que quelque part tout le monde est guadeloupéen. Des gens peuvent aussi s'identifier comme français avant tout. Il y a une section du Front National en Guadeloupe, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens guadeloupéens de toutes origines qui s'estiment avant tout français. Donc voilà, comme pour tout, il y a différentes dimensions dans les manières de s'identifier, à quelle échelle, dans quel contexte, voilà. Et dans le contexte du milieu des hommes qui s'identifiaient comme gays et bi, parfois certains s'identifiaient avant tout comme gays ou gays noirs, pas forcément antillais. Et pas forcément antillais, clair de peau avec les yeux noisettes ou quoi que ce soit. Voilà. Oui. Est-ce qu'on applique ces catégories aux migrants haïtiens? Ou est-ce que c'est entre Guadeloupéens et pour les Haïtiens, c'est les Haïtiens? Je ne sais pas comment dire. Il y a des jeunes personnes qui m'ont dit qu'il y avait une très forte stigmatisation de la population haïtienne. La mère de Brice, qui avait tout, qui avait à la fois les cheveux longs, les cheveux, voilà, m'a été décrite comme haïtienne, mais très belle. Donc je pense que c'est parce qu'elle était très, très claire de peau. Parce que, voilà. En revanche, je prendrai une autre minorité caribéenne de la Guadeloupe qui pose problème. Donc il est souvent question, c'est le réseau de prostitution de femmes de Saint-Domingue en Guadeloupe.
On m'a raconté beaucoup d'histoires, qu'on appelle les Espagnols. Je ne savais pas, mais viens-vous en Espagne? Non, une Espagnole. Et en fait, il voulait dire quelqu'un de République dominicaine. Et en fait, il y a une histoire de bagarre, et on disait qu'un homme s'était battu contre un autre parce qu'il avait volé son espagnol, qui est dans le cadre d'une relation de prostitution, mais qui avait débouché sur autre chose. La fille d'un de mes hôtes disait oui, mais de toute façon, comme en général les chablis ne sont pas disponibles et que là elles sont disponibles, en monnayant quelques euros, que ça créait en fait, ça troublait le marché des femmes paires de peau quelque part. Donc il y avait la question de l'origine différente d'une langue différente, mais qu'on intégrait dans l'échelle de valeur liée, enfin l'échelle esthétique on va dire liée au fait d'être clair de peau. Et ça signalait justement une espèce de tension entre position sociale, altérité vis-à-vis du contexte guadeloupéen et malgré tout valorisation des cheveux longs et du teint clair. Mais pour les Haïtiens particulièrement, encore faut-il savoir que les personnes sont d'origine haïtienne et parfois les gens ne savent pas passer quelques générations s'ils ne sont pas du quartier même. Donc, en Guadeloupe, il y a quand même certaines problématiques avec les Haïtiens, parce qu'ils sont nombreux déjà, parce qu'en Haïti, il y a quand même des millions de personnes. En Guadeloupe, il y a à peu près 500 000 personnes, donc ça se voit quand ils arrivent et qu'ils sont nombreux. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des petites problématiques, je pense. Et puis quand ils viennent, évidemment, ils cherchent à se lier avec des personnes pour pouvoir s'intégrer, où ils peuvent vendre certaines choses de façon arbitraire. Donc ils se font remarquer quand même. Ils ont essayé de se faire lyncher aussi, il y a eu des tentatives de lynchage. Il y a eu des tentatives aussi. Et en général, les travailleurs haïtiens, les travailleurs haïtiens sont les premiers exploités sur certaines plantations de bananeraies. Enfin, ils ne sont pas exploités, ils cassent les prix, bien entendu parce qu'ils sont plus nombreux. Donc si quelqu'un doit prendre à 10 euros ou à 15 euros, eux, ils vont prendre le travail à 5 euros. Alors, à titre d'information, les personnes travaillant dans le domaine de l'agriculture expliquaient qu'ils ne trouvaient aucune personne disposée à travailler dans ce domaine-là en dehors de personnes provenant d'Haïti. Ce qui contredit l'idée de menace sociale, culturelle et économique que poseraient les Haïtiens à la communauté des Guadeloupéens. Oui. Du coup, en t'entendant parler, j'ai beaucoup de mal à faire le lien avec du coup, mon sujet de recherche à moi, qui porte sur la littérature antillaise. Tu vois, en fait, j'ai l'impression, du coup, là, franchement, j'ai un vrai problème, quoi. Alors, avec l'histoire, on n'en parle pas, parce que la colonisation, là, justement, il y a Gérard Lauriat aussi. Et même l'évêque de Césaire, hein, parce que moi, je suis convaincue que Césaire est très mal... Du coup, j'ai l'impression que Aimé Césaire est mal lu dans ce contexte, et que ce qu'il aurait pu essaimer passe complètement inaperçu. Mais pour moi, c'est pas du tout les mêmes niveaux en fait. Ce ne sont pas du tout les mêmes niveaux. Juste ce que je voulais dire, c'est qu'on ne peut pas quand même considérer un mouvement littéraire indépendamment de ce qui est en train de se passer, politiquement. Donc tu vois, j'arrive pas du coup à connecter. Pour moi, les projets littéraires et artistiques et théoriques des penseurs, surtout Martin Niquet, justement veulent échapper à ça. Je pense qu'ils veulent échapper à ce qu'ils pensent sans doute être une aliénation ou quelque chose de pas forcément glorieux. Et ils ne partent pas de ça. On avait une discussion avec Alain Ménil, je crois, qui disait, mais il parle de colonisation et d'hybridation d'Édouard Glissant, et je m'étonnais justement qu'il ne fasse pas référence à ces conceptions très primaires de l'hybridation, ou en tout cas de formes de métissage qui existent aux Antilles. Il m'avait répondu, mais ce serait anecdotique, et je pense que c'est le point de vue de beaucoup de personnes. Ce serait trop anecdotique, ce serait trop proche de ce que vivent les Antillais au quotidien. Et pour conceptualiser, parler du cas antillais, je pense que beaucoup ont voulu dépasser ça et parler d'une émancipation à un niveau supérieur. Mais je te conseillerais d'en discuter avec Tina Arpin, qui est
maître de conférence à l'université du Guyane, que tu connais, qui trouvait que, en revanche, dans la littérature contemporaine de beaucoup de personnes qui se réclament du moment de la créolité, qu'il y avait énormément de références à la chabine aux cheveux lisses, à la personne aux chabine aux yeux verts, etc. Et que ça l'agaçait passablement parce qu'il retrouvait des choses de son quotidien martiniquais qui ne lui plaisaient pas. Donc je pense que là, en revanche, aussi bien dans la littérature blanche créole que dans la littérature de personnes non blanches créoles, cette référence à ces catégories raciales est extrêmement présente. Oui, oui. Mais je pense que dans la littérature de Césaire, comme dans celle de Vincent, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a un déni du fait que ces catégories continuent à fonctionner. Mais si tu veux, enfin, ce que j'ai l'impression que j'avais à dire jusqu'à maintenant, c'est qu'il y avait un dépassement possible de ça. Alors que quand on t'entend, on a l'impression que c'est tellement ancré. Oui, c'est parce que justement, c'est une question d'échelle en fait. Quand on parle de Césaire en Martinique, déjà, c'est pas quelque chose qui est enseigné à l'école. Je veux dire de façon concrète. Il n'y a pas cet échange en fait. Et l'homme Césaire qui a été le politique, le maire, le député, etc. et tout, ça n'a rien à voir avec l'écrivain en fait. Il y a une espèce de, il y a une espèce de séparation qui est bien réelle et qui est complètement nette. Et qui, quand on lit par exemple Chamoiseau, il y a quelqu'un qui a dit Chamoiseau, voilà. Mais quand on lit Chamoiseau, on est beaucoup plus dans quelqu'un qui parle de ces catégories, quand on prend du Confiant, du Chamoiseau, alors qu'effectivement, Césaire n'en parle pas. Et dans la lecture qui est faite de Césaire, tout le monde est fier de Césaire en Martinique. Tout le monde est content parce qu'il y a eu Césaire et que papa Césaire, mais c'est comme si en fait c'est un peu comme de l'eau qui glisse sur... ça ne se peigne pas, c'est comme de l'huile et de l'eau, ça ne se mélange pas, ça ne pénètre pas les couches de la société pour dire que ça peut faire l'individu se réinterroger et qu'il y ait un mouvement collectif en fait. C'est comme si c'est inaccessible en fait. Mais en fait la raison c'est parce que c'est pas enseigné. Ce sont des choses qui ne sont pas enseignées à l'école, donc comme lorsqu'on n'enseigne pas l'histoire un peu de ce qu'on a vécu, de l'histoire des Noirs, l'histoire, c'est pas enseigné. Aimé Césaire n'est pas enseigné. Il y a énormément d'auteurs qui ne sont pas enseignés, donc les gens, ils sont sans référence. C'est-à-dire, ils n'ont aucune image pour se référer. Donc c'est pour ça que ça peut faire que glisser comme si de rien n'était, parce qu'ils n'ont pas de référence. Parce que c'est ce qui est enseigné, la production du savoir, c'est une production du savoir, je ne vais pas rentrer dans un thème racial, mais c'est une production du savoir blanc. C'est pas une production culturellement qui correspond à la spécificité des îles antillaises, Martinique, Guadeloupe, voilà. Il n'y a pas une histoire, et il y a même des gens, lorsqu'ils ont écrit, lorsqu'ils ont fait des revendications pour l'histoire, ils ont été quand même primés par l'inspection académique. On pense à Gérard Lauriette en Guadeloupe, qui a même fait la prison en France. Donc il y a quand même des gens qui ont... Voilà, donc il y a quand même des gens qui, lorsqu'ils ont voulu introduire certaines choses au niveau de l'histoire, ils ont été quand même sanctionnés parce qu'ils étaient enseignants à l'éducation nationale. Donc il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de choses... Mais les choses ont quand même bougé ces dernières années. Mais on essaye d'y contribuer. Oui, bien sûr. Tous les indépendantistes martiniquais qui sont profs d'histoire dans le sud de la Martinique depuis les années 70. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On mettait des pièces de théâtre depuis les années 60. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et tout le monde a les livres de Césaire maintenant en Martinique depuis qu'il est mort. Après, faut... Oui, depuis qu'il est mort. Oui, depuis qu'il est mort. Bien sûr, depuis qu'il est mort. Bien sûr, maintenant les gens... Mais il n'y a pas de figure principale comme il y avait pu y avoir autour de Césaire. Mais le problème, c'est pas la figure. Hein. Mais non, c'est que les gens le Le comprennent. problème, c'est pas la figure. Le problème, c'est quand on prend par exemple un lycée en Martinique, c'est le couvent Saint-Joseph de Cluny, c'est un établissement privé, c'est un établissement dans lequel on retrouve énormément d'enfants de béquets. On retrouve des Noirs, on retrouve toutes les catégories visibles en fait. Elles sont là, elles cohabitent. Et pourtant, cette espèce de microcosme qui est là et qui est en plein cœur de la Martinique et qui serait en fait finalement quelque chose d'idéal en fait pour faire tomber ces catégories et les réinterroger et avec un travail qui serait super intéressant, les catégories sont là et personne n'y touche.
C'est-à-dire que tout est installé, tout est propice et favorable. En fait. On a l'impression qu'il n'y a pas de... Voilà, et il y a certains éléments qui fonctionnent ensemble, certains éléments de ces catégories, des personnes qui vont pas, que ce soit des noirs ou des béquets ou des mulâtres ou des plus clairs, etc. et tout, qui vont travailler ensemble quand il faut faire un travail de groupe. Ça travaille ensemble, mais quand on regarde la cour à la récréation, ça se voit. Et ce n'est pas des choses qui sont repoussées ou qui sont... C'est par les gens. Oui, voilà, c'est accepté et c'est un ordre établi qui n'est pas remis en question. Ou plutôt qui est remis en question de façon interne, dans chaque catégorie. Enfin, je ne sais pas, pour ma catégorie, à moi, je sais, mais les autres, en fait, finalement, j'y ai pas accès. Mais il y a cette idée il y a cette remise en question interne, à se dire, mais pourquoi ? Mais en soi, quand on regarde les gens, ça ne change pas, c'est comme ça. Et c'est peut-être con, c'est peut-être un héritage, excusez-moi l'expression, hein, c'est peut-être effectivement cet héritage colonial qui demeure et qui n'est pas voilà, c'est peut-être l'aliénation, c'est peut-être plein de raisons, ou c'est peut-être tout simplement qu'à un moment donné où il faudrait peut-être que les Guadeloupéens et les Martiniquais s'asseyent ensemble, discutent ensemble, et qu'au lieu de parler de tout ce qui fait nos différences, on parle de tout ce qui fait notre unité. Déjà dans la cour de Cluny. Déjà, ça serait déjà bien. Et c'est vraiment choquant en fait de voir. Perso, moi, j'ai fait une partie de mes classes là. C'est vraiment assez interpellant de voir comment ça discute. On travaille ensemble. Dans la cour, ça peut encore parler ensemble, mais attention, à l'extérieur, on se croise au centre commercial, on se croise au cinéma, ça ne se dit pas bonjour. Voilà, et en ce sens-là, je pense que là, c'est là où encore il y a une différence avec la Guadeloupe. La catégorie des blancs créoles est encore autrement constituée et avec une autre... le discours de mélange des races est encore très, très, très fort. C'est dit de façon claire, il ne se cache pas en fait. Donc on n'est pas du tout dans ce truc où ils disent, bon, enfin c'est plus pour un héritage. Non, on est vraiment dans ce discours. Quand on a des jeunes filles, justement, dans cette école où tout le monde se mélange, quand on a un jeune blanc créole qui sort avec une chabine ou voilà, enfin, une noire, très vite, il y a ça crée un malaise dans la classe, ça crée un malaise dans le lycée. Bon, comment ça va? Il ne faut pas que les parents soient au courant. Donc certains couvrent le couple, d'autres, au contraire, dans la communauté des blancs créoles, dénoncent. Donc ça fait des scènes, ça fait des situations qui sont un peu alambiquées. Et donc en fait, c'est... Bon, voilà, enfin, on peut en parler des heures très longuement, mais voilà. À quoi ça sert? Oui, pourquoi? C'est ça qui est assez troublant et qui serait intéressant en fait j'espère pour nous. Myriam, tu avais une question? Oui. Alors moi je voulais dire quand même que depuis 2001, il y a eu l'adaptation des programmes d'histoire et de géographie pour les départements d'outre-mer. Donc il y a des manuels spécifiques pour enseigner l'histoire des Antilles. Donc ça date de 2001. Je pense que les professeurs d'histoire et de géographie des Antilles s'en sont saisis très largement. Je voulais juste, ça c'est anecdotique, après j'arrive à vraiment une question. Au sein du comité national pour l'avènement et l'histoire de l'esclavage, on va lancer un concours pédagogique sur l'histoire de l'esclavage et de la traite, qui est un concours national, qui s'adresse à toutes les écoles de France. Et ce matin, on a fait le bilan, et par académie, et c'est absolument extraordinaire parce que sur la Guadeloupe, je crois qu'on a 3 propositions de projet. Sur la Réunion, aucune, mais bon, ça c'est pour d'autres raisons. Sur la Guyane, il y en a 2. Et sur la Martinique, aucun projet proposé. On parle de l'histoire de l'esclavage et de la traite, hein, je précise. Mais bon, on peut l'interpréter de différentes façons, mais je voulais juste mettre ça sur la table. Autre chose, et j'en reviens à ma question, je pense que ça serait aussi très intéressant de faire une relation avec le classement de Moreau de Saint-Méry. Donc là, je reviens à l'histoire. Et de partir de cette classification de Moreau de Saint-Méry,
qui résonne sur la colonie saint-domingoise, mais qui, en même temps, est un Martiniquais. Blanc créole de la Martinique, et donc qui arrive aussi avec cette expérience et qui constitue ce classement Maurice-Saint-Méry, donc 146 parts de sang blanc, noir, il les mélange, il les définit à chaque fois. Je pense qu'on n'a jamais fait en fait une histoire de ces catégories. C'est-à-dire comment à partir de cette vision de la société qui est extrêmement figée d'une certaine façon. On pourrait discuter du figé, mais on va le poser comme tel. Une vision qui est assez figée, ces catégories vont évoluer et vont être appropriées par la société. Parce qu'il y a des catégories dont vous parlez qui ont été appropriées par la société et qui sont encore performantes, comme vous le montrez, et puis d'autres qui sont tombées dans des oubliettes et qui sont totalement désuètes. Et ça, je pense que ça serait très, très intéressant de voir à quel moment, et ça revient à ma première question, c'est-à-dire pourquoi cette perpétuation des catégories, pourquoi cette perpétuation des stéréotypes, et ça je pense que c'est la vraie question à mon sens. C'est-à-dire à quoi ça répond, quelle est l'utilité, l'utilité culturelle, sociale, politique, je pense qu'il y a tous ces niveaux qui sont à l'œuvre. Et voilà, quelles sont les performances de ces différentes catégories. J'avoue que sur la question essentielle, je pêche. Enfin, j'essaie encore de comprendre. En revanche, dans mon travail de thèse, je ne suis qu'un humble ethnologue, donc je n'ai pas entrepris de travail historiographique très poussé, mais à partir de l'examen de certains textes anthropologiques et historiques, notamment les travaux de Bognol, et par rapport à ma connaissance de certaines archives que j'ai pu consulter pour des raisons privées, où je voyais sur les actes des registres paroissiaux certaines catégories, mulâtres, octavones, carteronnes, etc. J'ai essayé de partir de ça, de faire le lien avec cette différence générationnelle que je voyais parmi les personnes que je côtoyais en Guadeloupe, pour essayer de comprendre, ne serait-ce que quelles catégories sont encore utilisées, lesquelles ne le sont plus, à quoi c'est lié. Donc, pour ce qui est de la catégorie mulâtre, la comparaison avec la Martinique et la différence générationnelle montre clairement que ce n'est plus opérant parce qu'il n'y a pas eu massivement de groupes qui se soient considérés comme tels en Guadeloupe pour perdurer et sauvegarder certains intérêts. Ça avait sans doute plus de sens en Guadeloupe, massivement pour une classe de personnes bien déterminées, d'établir cette différence entre mulâtres comme catégorie socio-raciale et les autres. Ça, ce serait une des pistes pour cette raison-là. Mais il y a également quelque chose d'assez intéressant qui là renvoie au purement phénotypique et pour lequel je n'ai pas plus d'explications, c'est qu'il y a une catégorie raciale qui est utilisée par la grand-mère d'un militant nationaliste avec qui j'ai discuté, qui est celle de Capresse, qui veut dire quelqu'un qui avait toutes les caractéristiques du mulâtre, les cheveux, éventuellement les traits fins, mais la peau noire. Et cette catégorie a disparu et j'ai remarqué que les gens disent indien pour parler de ça. Et dans l'ouvrage de Victorin Lurel, sorti en 2012, il dit « Tout le monde pense que je suis indien, mais en fait, j'ai aucun ascendant indien connu. C'est ça la merveille de la colonisation. » Enfin, je caricature à peine ce passage-là. Mais c'est intéressant de voir comment un tiers, celui de l'indien, est pris comme référent pour catégoriser d'autres, par certaines particularités physiques. Ok. Bah, écoutez, je crois qu'on peut remercier très et pas qui soulève plein de questions, d'interrogations et de futurs travaux passionnants à faire. Donc je vous invite tous, on va continuer sur les questions, les questions de la race et des catégories raciales et racisées avec Pauline Vermeuren qui a soutenu en 2014, qui est philosophe et qui interviendra. Alors le titre de son intervention c'est « Identité racialisée, les problèmes épistémologiques dans le contexte postcolonial français ». On restera dans le très contemporain avec une perspective plus philosophique et sciences politiques.
Voilà, je vous remercie. C'est le 10 mars, pardon. Jeudi 10 mars, 9h, même heure.